S'il y a bien un magazine qui déchaîne les passions dans les sphères des passionnés, c'est bien le Weekly Shonen Jump. Mais ce magazine légendaire qui a vu naître des mangas tout aussi légendaires ne serait-il pas dans une impasse et face à un déclin inexorable? Salut à tous, ici Amano et bienvenue dans le deuxième Amanaricon Focus dédié au Weekly Shonen Jump. Alors, juste histoire d'être clair, même si cette vidéo est un Amanaricon Focus plus précisément, je n'utiliserai aucun chiffre de l'Oricon. C'est ce que je veux à terme faire avec les Focus, c'est aller plus loin que les 4 de l'Oricon, avec notamment des vidéos sur le marché du jeu vidéo qui vont arriver. Maintenant que tout ça est clair, reprenons. Le Weekly Shonen Jump, que j'appellerai Jump par la suite, est donc un magazine géré par Shueisha, lancé en 1968. Sa particularité par rapport à ses concurrents vient tout d'abord de son système de classement basé sur la popularité, qu'on retrouve dans aucun autre magazine, même les autres magazines de Shueisha. Ce système se base sur les votes des lecteurs, décidant de l'avenir ou non d'un manga au sein du magazine. C'est surtout très important pour les nouveautés qui doivent se faire une place. De même, plus que dans n'importe quel autre magazine, les ventes de tomes reliés sont aussi un facteur plus qu'important dans la survie d'un manga au sein du magazine. Mais je vais clairement pas m'attarder sur ça, car ce n'est pas le cœur de la vidéo. Bien, maintenant que le contexte est posé, intéressons-nous à ce qui nous intéressait aujourd'hui, le sujet principal. La situation du Jump en avril 2021. Le Jump sort de plusieurs années assez compliquées, car entre fin naturelle de série, décisions éditoriales douteuses et nouveautés qui peinent à convaincre, le casting actuel du magazine a subi d'énormes changements. Pour illustrer cela, prenons le numéro 18 de l'année 2021 et le numéro 18 de l'année 2015. Une série commencée dans le numéro 18 de 2015 fêtera alors son 6e anniversaire et approcherait la trentaine de volumes, durée raisonnable pour un manga du Jump. Eh bien, seuls 3 mangas présents dans le numéro 18 de 2015 sont encore en cours dans le 18 de 2021, à savoir One Piece, My Hero Academia et Black Clover. Je ne compte pas les séries en hibernation, dédicaces à Hunter x Hunter. C'est peu, vraiment très peu. Mais comment expliquer un tel ratio? Il y a plusieurs facteurs à mon sens, bien que je aborderai ici uniquement les deux plus importants. Tout d'abord, facteur le plus logique, des nouveautés qui ne parviennent pas à s'imposer sur le long terme. Fatalement, dans un magazine aussi concurrentiel, où près de 20 mangas en moyenne prennent fin par an, il est logique de voir les nouveautés se livrer à une concurrence de plus en plus féroce afin de s'accaparer les quelques places au soleil. Ainsi, les nouveaux mangas s'entretuent, littéralement parce que les perdants dégagent du magazine, ce qui réduit grandement les places disponibles. Mais aussi ce qui est très intéressant dans le Shonen Jump de la seconde moitié des années 2010, c'est qu'on a vu des séries parvenir à s'imposer dans le magazine, d'avoir une durée raisonnable, mais par procuration. Dans le sens où ces séries n'ont jamais brillé, que ce soit au niveau des classements, au niveau de leur vente. Elles ont simplement survécu parce que d'autres mangas faisaient moins bien, et donc dégagé. Alors, ça a toujours existé dans le magazine. Certains mangas sont uniquement restés parce que d'autres faisaient moins bien. Je pense notamment à Psyren, qui certes il a connu une popularité assez honorable, n'a jamais brillé de mille feux. Mais j'ai vraiment l'impression que dans la seconde moitié de la décennie qu'on va de vivre, il y en a eu bien plus que d'habitude. Je pourrais citer Stragon Up, manga de danse, je sais pas du tout comment ça se prononce, Summoner no Samon, Mitama Security Spirit Busters ou Gravity Boys plus récemment. J'ai aussi hésité à mettre un temps Samurai 8, mais c'est un cas si particulier que je l'évoquerai après à part. En bref, ça témoigne d'une certaine instabilité dans les mangas de seconde zone entre guillemets du magazine. Dans le sens où on dirait que plus que jamais, le Jump balance à l'assaut des mangas sans réfléchir, juste pour les annuler quelques mois après, et en espérant que la magie opère pour certains. Alors bien sûr, des nouveautés ont réussi à s'imposer entre 2015 et 2021, mais elles ont mis un peu plus de temps à s'imposer, et en soi moins performées que leurs prédécesseurs pour leur grande majorité. Ou alors, elles n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer sur le marché, en remettant toujours en plus en cause la domination du Jump et de Shueisha sur celui-ci, ce qui avait démarré en début de décennie avec l'explosion de l'attaque des titans. L'autre facteur est selon moi la dynamique actuelle autour des durées des mangas. Car oui, s'il y a que 3 séries qui sont restées entre 2015 et 2021, ça veut pas dire que les séries nées entre 2016 et 2020 ont toutes floppé, car les mangas sont de plus en plus courts, et c'est pas qu'une impression, et j'ai même l'impression que les éditeurs forcent de moins en moins pour qu'ils continuent. En tout cas chez Shueisha, chez Kodansha c'est une autre histoire et chez les autres aussi. Et le changement du côté éditorial par rapport aux durées de série est selon moi explicable de par le fait que les mangas que les éditeurs ont forcé à continuer se sont après ramassés. Bleach ou Food Wars sont parmi les exemples les plus parlants. Les éditeurs ont tellement forcé pour qu'ils continuent qu'au final ils se sont fait annuler dans le Jump. On pourrait aussi citer Assassination Classroom, qui certes est totalement l'inverse, mais qui a selon moi achevé ce changement, vu qu'il était un manga court, qui s'est achevé au sommet de sa gloire, et qu'on n'en tire que du bien. Cette série a été selon moi la preuve
final pour les éditeurs qu'il vaut mieux avoir une série courte se terminant en apothéose plutôt qu'une série longue qui agonise pour rien. Et les boosts provoqués par les fans de Demon Slayer, The Promised Neverland, IQ et Chainsaw Man ne font que me confirmer cette analyse. Donc oui, le Jump est dans une situation assez étrange, dans le sens où des séries parviennent à s'imposer, même très bien, il suffit de voir Demon Slayer ou The Promised Neverland qui a été un très gros succès, mais elles partent de plus en plus vite, et donc derrière, les éditeurs doivent redoubler d'efforts pour renouveler constamment le casting du magazine. Mais le problème, c'est qu'il ne faut rien pour arranger cette situation qui est limite alarmante. Il l'accentue même via des décisions éditoriales douteuses. Et c'est pas un ou deux faux pas sur 6 ans, non, il y en a bien plus que ça. Reprenons le cas de Bleach par exemple qu'on a évoqué juste avant. Ok, le manga se vendait moins en 2016 qu'en 2010 ou en 2008, mais il se vendait quand même plus de 200 000 exemplaires en première semaine. Et c'est quelque chose que seuls 3 mangas du Jump encore en cours aujourd'hui peuvent faire, à savoir One Piece, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. On peut aussi parler de la fin prématurée de Food Wars, qui se vendait minimum à 100 000 exemplaires en première semaine et qui a été remplacée par des nouveautés qui ont totalement floppé, alors que garde Black Clover, qui s'est totalement éloigné de ce cap, et qui pourtant continue sa petite vie tranquille dans le magazine. Il y a aussi le cas de Robo X Laser Beam et celui de Phantom Seer. Le premier était un manga de sport très prometteur, qui a une fin totalement pas naturelle. Alors oui, il semblerait que Fujiyama ne voulait pas faire un manga long, mais il y a une différence entre ne pas faire d'œuvre qui dure 45 volumes, et une œuvre qui semble totalement bâclée sur ses derniers chapitres. Surtout que, à cause de ça, après la fin des Q, le Jump s'est retrouvé sans manga de sport pour la première fois de son histoire, juste avant les JO de Tokyo. Pour Phantom Seer, c'est aussi complètement débile, et ça devient même limite comique. L'auteur de Jujutsu Kaisen annonce qu'il reste environ 2 ans au manga. On s'attend donc à ce que Shueisha prépare la suite, prépare le terrain pour une nouvelle grande série d'exorcismes qui pourrait prendre le relais. On a donc Phantom Seer, manga d'exorcisme qui fait des classements bien moitié dans le magazine, mais qui est quasiment tout le temps en rupture de stock côté Oricon et côté vente, ce qui fait qu'il a 100 000 exemplaires en circulation pour 2 tomes, soit l'un des meilleurs scores actuellement dans le Jump. Mais derrière, ça le dégage une semaine après avoir lancé ce tirage, genre pourquoi les gars vous avez des problèmes avec les auteurs? Parce que Phantom Seer aurait très bien pu coller pour faire la relève de Jujutsu Kaisen, récupérer son lectorat et donc aussi bien marcher. Pourquoi vous le dégagez comme ça? Et en mélangeant la durée moyenne des séries qui raccourcit, les nouveautés qui peinent à s'imposer et la rédaction qui s'amuse de temps en temps à dégager des mangas prometteurs, sans doute pour voir si un sacrifice leur permet d'avoir plus de frites à la cantine, on est donc dans une situation où les séries qui portent le magazine durent de moins en moins longtemps, et donc le portent de moins en moins longtemps, et où elles sont de moins en moins nombreuses à le porter. Et là où avant le Jump faisait un grand ménage entre guillemets tous les 7-8 ans, par exemple le dernier gros changement de casting date de 2016 avec les fins simultanées de Nisekoi, Assassination Classroom, Bleach, Koshikame et d'autres séries un peu plus mineures, bah là, le même schéma s'est reproduit en 2020, alors qu'on est uniquement 4 ans après. On a eu la fin de TPN, OVNI qui aura écrit une très belle page de l'histoire du magazine, la fin de AQ, qui est quand même le manga de sport le plus long de l'histoire du magazine, et qui le soutenait bien via un public féminin qui parvenait à porter leur lui tout seul, We Never Learn, rom-com de la fin de la décennie pour le Weekly Shonen Jump, le 3 sorts de Chainsaw Man, l'un de ses rookies les plus prometteurs qui aura explosé alors qu'il avait moins de 10 volumes, et surtout la fin de Demon Slayer, qui aura écrit, même réécrit la pop culture japonaise. Et fatalement, la rédaction paie les pots cassés de ces dernières années, vu qu'ils n'ont plus de séries derrière qui peuvent bien porter le magazine. Et à mon sens, ce n'est pas la faute des auteurs, mais celle des éditeurs. Ils semblent de moins en moins prendre du recul sur les séries qu'ils lancent. J'ai l'impression qu'ils n'y réfléchissent plus sur le long terme, mais juste à lancer des séries afin de combler les trous du sommaire, ce qui est la dernière chose à faire, surtout dans un monde où les séries ont tendance à raccourcir et dans un magazine comme le Jump où les séries s'entretuent. Par exemple, oui, c'est un fait, il y a de moins en moins de Neketsu pur jus qui démarre. Mais pourquoi lancer Zip Man, manga de super-héros dessiné par un assistant d'Orikoshi, mangaka de My Hero, aussi un manga de super-héros, dans le même magazine? Même constat pour Guardian of the Witch, Neketsu sur la magie, dessiné par Azai Sekano, qui a bossé en tant qu'assistant sur Black Clover. Pourquoi vous lancez ça dans le même magazine? Idem pour Bonne Collection, où le mangaka lui-même a avoué que la série a été lancée bien plus tôt que prévu. C'était pas plus pertinent de les mettre autre part, genre dans le Jump Plus, qui sert un peu de laboratoire? Même à part ça, les thèmes des séries sont très semblables entre elles. Combien de séries d'exorcisme ou basées sur les spectres et les fantômes on a eu ces dernières années? Alors qu'à côté, on avait Kimetsu qui faisait du Kimetsu, Jujutsu Kaisen qui fonctionnait très bien, Yuna dans le Banso Yuragi, puis Ayakashi Triangle qui était des ecchi basés sur ça, Chainsaw Man aussi. Bref, au bout d'un moment, stop. Je veux bien que le Jump essaie de s'adapter à son public plus âgé à cause de la démographie du Japon, mais là, il y a quand même un sérieux manque d'originalité, et surtout de réflexion par rapport à ça. À quel moment tu lances 2 shonen artistiques en même temps alors que le deuxième aurait pu récupérer les lecteurs du premier, ou même être lancé ailleurs pour avoir 2 fois un lectorat artistique? À quel moment tu lances une 3e comédie romantique alors que tu en as déjà 2 dans ton magazine qui fonctionnent très bien? À quel moment tu axes un manga de sport qui fonctionne très bien? Derrière, tu relances un seul qui flop,
Ce qui fait que le Jump n'a plus aucun manga de sport, et que celui qui a été lancé récemment, le manga de baseball, il a pas l'air dingue non plus. J'ai vraiment l'impression que la rédaction est soit dépassée par les événements, ou qu'ils ne réfléchissent plus du tout au moment de lancer de série, ce qui fait qu'aucune n'accroche. Il suffit de voir que le meilleur démarrage de ces 2 dernières années reste Chainsaw Man. Et on se retrouve dans une situation où le Jump possède 3 giga mastodontes capables de vendre à eux seuls plus de 50 millions d'exemplaires par an, mais où derrière, ça ne suit plus. Et avec les fins de Haikyuu et TPN, My Hero Academia est seul dans la case des gros mid-sellers. Et derrière Dr. Stone et Black Clover, qui vendent en moyenne 200 000, 300 000 exemplaires par tome, ce qui est très bon pour un manga en général, mais correct sans plus pour un manga du Jump, et bien ces 2 mangas se retrouvent malgré eux leaders d'un magazine qui galère de plus en plus à renouveler son catalogue, car rares sont les séries qui parviennent à gravir très rapidement les échelons. C'est simple, sur 2020, seul Mashle y est arrivé, et derrière ça ne suit plus. Burn the Witch a un rythme bien trop irrégulier pour qu'on puisse compter sur lui, Ayakashi Triangle stagne, A Dead Unluck a une progression en dents de scie, et Yosakura Family stagne un peu également. Il y a vraiment un gros problème d'homogénéité dans les performances du magazine. On a ceux qui se vendent très bien, et ceux qui se vendent bien sans plus, voire pas du tout. On a plus d'entre-deux avec des séries comme des Reborn ou des Gintama qui vendaient 600 000, 700 000 exemplaires par tome. Dans ces fourchettes-là, on a seul My Hero Academia qui fait ça, et c'est tout. Alors oui, là on s'intéresse à quelque chose qui est bien plus vague, du fait que les boosts soient de plus en plus importants, mais que les mangas en général aient de moins en moins de lecteurs au niveau physique, vu que le numérique prend de plus en plus d'importance. Mais ça, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, on remarque aussi que le Jump est de plus en plus clément avec ses nouveautés. Là où avant, avoir 15 000, 17 000 exemplaires en une semaine sur un tome 1, c'était limite pas suffisant que tu dégages direct. Kimetsu, c'était 16 000 exemplaires par tome en première semaine, et quasiment tout le monde croyait à l'annulation à l'époque. Et bien là, on trouve des séries qui font 7 000 exemplaires en première semaine, qui restent, qui progressent, qui même s'imposent à terme dans le magazine. Mashle, c'était 15K en première semaine. Undead Unluck et Sakamoto Days, c'était 7K en première semaine. Et même des séries comme Hardball Cop and Dolphin, qui certes ne s'est pas encore bien imposée et vit uniquement par procuration, ce que j'ai expliqué plus tôt, et bah elle est encore là, alors qu'elle faisait du 5, 6, 3K en première semaine. Alors, il y a des données numériques qu'on ne connaîtra jamais, et peut-être que ces séries se vendent très bien en numérique, mais c'est quand même intéressant de noter que les exigences du Jump ont baissé, et peut-être que la dynamique négative au niveau des ventes qu'on a eu de 2016 à mi-2019, ça a probablement joué, je pense, dans cette plus grande flexibilité au niveau du Jump. Autre chose qu'on retrouve aussi depuis peu dans le magazine, et ce qui est à ma connaissance totalement inédit dans celui-ci, j'ai l'impression que le Jump s'accroche aux auteurs de ses précédents succès. En 2 ans, on a eu le forcing autour de Samurai 8, le retour de Tite Kubo, celui de Yusei Metsui, Kenta Shinohara, Mutsutoshi Shimabukuro, et la 3e tentative de Tamura. C'est étrange parce que le Jump a toujours été un magazine qui se reposait sur la révélation de nouveaux talents, et où les auteurs qui avaient plusieurs séries étaient généralement des auteurs assez jeunes et peu expérimentés, tandis que les auteurs qui avaient déjà eu un succès allaient voir ailleurs après la fin de leur série à succès. Il suffit de voir que Yokota Takuma et Shun Numa n'ont pas retenté l'expérience après leur série Straight On Up et Summoner de Samon, publiées de 2015 à 2017. Certes, 2 séries qui vivaient un peu par procuration, mais qui ont réussi à avoir leur petit succès. Le Jump était surtout un tremplin pour les nouveaux auteurs. Par exemple, My Hero Academia est la 3e série d'Orikoshi dans le Jump, après Crane Singzo et Barrage. Bleach est la 2e série de Tite Kubo. Black Clover est également la 2e série de Tabata. Et là, en 2 ans et demi, c'est pas moins de 6 auteurs majeurs de l'histoire du magazine qui reviennent. J'ai vraiment l'impression de voir une adaptation du Minark ou de Bakuman où des auteurs vétérans reviennent dans le Jump. C'est très étrange. Alors oui, on pensera tout ce qu'on veut de cela, mais je perçois cela comme un clair manque de confiance qu'a le Jump envers ses jeunes pousses. Et c'est encore quelque chose qui le différencie de ses concurrents, surtout par rapport au Weekly Shonen Magazine, qui pourrait limite être renommé Weekly Seokuji Magazine, ou avec les retours très récents de Negi Aruba et Nekaba Suzuki, moins d'1 an après la fin de leur gros succès. Et vous voulez savoir le plus drôle? C'est que vous prenez toutes les reproches que j'ai fait par rapport au Jump, pas par rapport au niveau des auteurs, mais les décisions édito, les nouveautés qui se ressemblent, la rédaction qui réfléchit pas, bref, vous prenez tout ça, et vous vous dites qu'à côté, on a un équivalent numérique au Jump, le Jump Plus, qui fonctionne bien plus au niveau des nouveautés, avec des séries bien plus diversifiées, des nouveautés bien plus intéressantes, et surtout, des choix édito qui semblent bien plus justes, sauf pour l'histoire d'Exar Mexa où c'était vraiment abusé. Il suffit de voir qu'en 1 an et demi, le Jump Plus a enchaîné le démarrage de Spy X Family et de Kaiju Number 8 pour voir à quel point le magazine numérique semble être la porte vers un navire doré. Après, l'état du Jump n'est pas non plus désespéré, les nouveautés actuelles, surtout les dernières lancées, sont très fun, et l'ensemble se porte plutôt bien, surtout au niveau du futur. Peut-être que le désert prend fin,
j'espère, mais reste que le Jump sort quand même de 2 années très compliquées. L'état du Weekly Shonen Jump est très étrange, car on n'a pas vraiment l'air de savoir où le magazine veut aller. Là où durant l'âge d'or, il voulait surtout capitaliser sur les bases qui étaient là et vraiment avancer, durant la période du Big Three, il fallait vraiment diversifier au mieux le catalogue, avec pas mal de genres pour garder le lectorat. Là, les nouveautés ont du mal à percer, le magazine tient de plus en plus à ses auteurs, et à côté, une version numérique avec beaucoup moins de règles, qui fait un peu laboratoire, fonctionne bien plus en se rendant coup sur coup des mangas qui réalisent des démarrages faisant partie des meilleurs de l'histoire. Il est clair qu'on manque certes clairement de recul sur la situation, mais malgré tout ce que j'ai dit, je pense qu'on est clairement dans un 3e âge d'or. Surtout grâce à Kimetsu et les énormes boosts qu'il a depuis peu, mais impossible de nier qu'actuellement, Shueisha se porte très bien. Pas forcément aussi bien que durant la première moitié des années 90 et durant la fin des années 2000, début des années 2010, mais la société se porte bien. Même très bien, en fait. Ces mangas se vendent de mieux en mieux, Kimetsu a totalement tué la concurrence, car oui, pour moi, cet âge d'or ne concerne pas le Jump en lui-même, mais l'ensemble de l'écosystème Shueisha de ses productions. Car pour moi, plus que jamais, le Jump est rentré à nouveau dans l'écosystème, et je pense qu'il n'en sortira plus jamais. Et je pense même que dans quelques années, on ne s'intéressera plus que au Jump, mais à l'ensemble de Shueisha. Mais ça sera un sujet pour une autre fois. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième Amanoricon Focus. Si vous ne l'avez pas vu, pourquoi pas aller voir le premier épisode qui parle de Jujutsu Kaisen et de son chiffre de tirage de 30 millions. Même si ouais, depuis, il y a eu de l'actualisation autour de ça. Comme toujours, je ne peux que vous inciter à vous abonner, à partager cette vidéo et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tous mis à l'écran. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour des aventures pas forcément oriconesques. Amano out.